fermer les yeux sur les agissements de son fils, et cela a viré au drame. Dans une banlieue grise et délaissée, aux marges d'une grande ville, un petit garçon grandissait seul, avec sa mère. Dès ses premières années, leur quotidien était marqué par la pauvreté et l'absence d'un cadre véritable. Sa mère, usée par les difficultés de la vie, semblait se réfugier dans la passivité accablante, laissant le garçon livré à lui-même. À 12 ans, il trouva dans les rues ce que la maison ne pouvait lui offrir, un sentiment d'appartenance. Mais ses nouvelles amitiés n'étaient pas sans danger. Il se mit à traîner avec des jeunes connus pour leur mauvaise réputation. Très vite, il franchit un seuil. Ce fut d'abord un vélo dérobé dans une cour, puis vinrent les vols dans les magasins du quartier, les petits objets cachés dans les poches. Parfois, avec ses nouveaux camarades, il brisait des vitrines pour s'emparer des biens exposés. Quand le garçon rentrait avec des objets volés, il s'attendait à des reproches, peut-être une colère, une punition, mais rien ne venait. Sa mère, épuisée par la vie, ne levait même pas les yeux. Parfois, elle soupirait. Souvent, elle faisait semblant de ne rien voir. Au début, l'enfant était déconcerté. Puis, il comprit. Ce silence était une autorisation. Il ramenait des vélos, des montres, des objets volés dans les vitrines brisées. Et elle ne disait rien. Pas une question, pas un mot. Jamais. Rapidement, l'indifférence devint autre chose. Quand les voisins commencèrent à poser des questions, elle lui pria de cacher ce qu'il ramenait, encourageant tacitement le garçon à continuer. Pour lui, ce n'était pas un simple conseil. Si même sa mère n'y voyait aucun inconvénient, pourquoi devait-il s'en inquiéter? Dans ce vide moral, le chemin du garçon était tout tracé. À 19 ans, la délinquance du jeune homme franchit un nouveau cap. Jusqu'alors limité à des vols et des infractions mineures, il se lança avec ses compagnons dans des actes plus audacieux et violents. Désormais, leur cible était les petits commerces du quartier, épiceries de proximité, boulangeries, stations-service. Leur mode opératoire était simple, mais efficace. Armés d'un couteau, parfois d'un pistolet factice, ils entraient rapidement, masqués et déterminés. L'un menaçait le caissier, les autres vidaient la caisse ou s'emparaient des produits de valeur à portée de main. Ces braquages, bien qu'expéditifs, laissaient souvent les victimes traumatisées. Au début, ils choisissaient des cibles faciles, des commerces isolés, peu surveillés, souvent en fin de journée. N'ayant aucune réelle intention de faire usage des armes, la peur qu'ils inspiraient était leur principal atout. À chaque coup réussi, leur assurance grandissait et les risques qu'ils prenaient augmentaient. Ces actions marquaient une rupture nette dans son parcours criminel. Il n'était plus question de simple vol opportuniste, mais d'un passage à l'intimidation organisée. Ces braquages étaient le fruit d'un groupe qui partageait une vision commune, l'argent vite gagné, sans considération pour les conséquences. C'était l'escalade naturelle d'un jeune homme qui n'avait jamais appris à se fixer de limites. Si jusque-là ces actes pouvaient être perçus comme des erreurs de jeunesse, il devenait désormais un criminel, quelqu'un dont les méfaits faisaient parler dans le quartier. Cette spirale l'entraînait vers un point de non-retour, où la frontière entre menaces et violences réelles allait fatalement s'effacer. À 21 ans, le garçon devenu un jeune homme rejoignit un groupe de malfaiteurs plus aguerris. Ensemble, ils mirent au point un plan audacieux, le braquage d'une banque. Mais ce jour-là, rien ne se déroula comme prévu. L'alarme retentit et les policiers furent rapidement sur place. Pris au piège, le jeune homme, dans un geste de panique, sortit une arme et tira. Le coup de feu faucha un agent. Il venait de commettre l'irréparable. La bande parvint à s'échapper, déclenchant une course-poursuite effrénée dans les rues de la ville. Mais après quelques minutes, ils tombèrent dans une embuscade tendue par les forces de l'ordre. Arrêtés, menottés, ils furent conduits en prison. Le procès qui s'ensuivit dura des mois. La salle d'audience était pleine, l'opinion publique divisée, entre horreur et fascination pour ce drame inhumain. Le jeune homme, principal accusé, fut reconnu coupable. La sentence tomba. La peine capitale. Lorsqu'il fut invité à s'exprimer avant la clôture du procès, il se leva et d'une voix ferme, mais lourde de ressentiment, déclara que s'il méritait la peine capitale aujourd'hui, alors sa mère la méritait tout autant. Quand il était enfant, elle ne l'avait jamais réprimandé pour les voitures ou les objets qu'il volait et ramenait à la maison.
pas une seule fois. Elle n'avait jamais essayé de le corriger, elle avait toujours fermé les yeux. N'était-ce pas son rôle de lui apprendre ce qui est bien ou mal, de le remettre sur le droit chemin? S'il est coupable, elle l'est également. Cette déclaration froide et implacable fut prononcée par le jeune homme à la fin de son procès. Des mots qui pointaient directement du doigt sa mère, celle qui aurait dû être son guide, mais qui selon lui avait échoué à endiguer sa dérive. Des mots qui résonnaient comme un dernier plaidoyer, à la fois pour condamner et partager la responsabilité de son destin tragique. Ainsi s'achevait l'histoire d'un enfant qui avait grandi dans l'indifférence, évoluant d'un garçon perdu à un homme brisé et qui, au moment de son dernier jugement, rejetait sur les absences de son enfance la responsabilité de sa chute. L'histoire laisse une leçon indélébile, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre dès son plus jeune âge, afin qu'il ne s'en détourne pas en grandissant. Un enfant laissé sans guide, sans valeur ou repère, risque de marcher seul vers des chemins où l'on se perd. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et cliquez sur le bouton j'aime pour plus de vidéos inspirantes. À bientôt.